Comme vous le savez sans doute, en tant que président national de la Ligue contre le cancer, je suis engagé dans une lutte farouche aux côtés des personnes atteintes de cancer, au cœur de la tourmente de la Covid. Déjà, le combat a été très rude durant la première partie de cette pandémie en Europe, en France, c'est-à-dire au printemps, et il s'annonce à nouveau difficile en cette deuxième phase, avec une reprise épidémique certainement importante, peut-être au moins aussi grave que la précédente. Les personnes atteintes de cancer risquent d'être oubliées, cessent d'être prioritaires, leur maladie est un peu délaissée, elle peut n'être pas diagnostiquée, les traitements peuvent être retardés, c'est-à-dire que ces personnes ont des chances qui sont perdues. Par ailleurs, elles sont atteintes, elles sont susceptibles, pas tellement plus que les autres, mais autant que les autres, de contracter une forme grave de la Covid, voire même une forme qui conduit à l'hôpital, en soins intensifs, en ventilation assistée, et alors, sous drogue qui crée une sorte de sommeil, de coma artificiel, indispensable pour toutes les réanimations prolongées. J'ai une autre familiarité avec ces états de conscience altérés, de conscience limite. C'est que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été pendant longtemps, une quinzaine d'années, réanimateur, réanimant, prenant en charge des formes très graves de différents accidents, tentatives de suicide, accidents de la route, ou bien alors difficultés importantes post-opératoires. Dans tous les cas, la question a toujours été présente à mon esprit de savoir ce qu'il persistait chez cette personne qui semblait être en coma important, mais dont l'électroencéphalogramme n'était évidemment pas plat, montrait des signes d'activité, ce qu'il persistait d'activité de conscience interne, c'est-à-dire d'activité mentale qui puisse engendrer des images se présentant à un certain niveau d'entendement de son esprit et dont il puisse éventuellement garder un souvenir ou au moins garder une certaine empreinte, voire même ce qu'il pouvait persister de vie relationnelle. Comment ces personnes, qui pour nous n'étaient qu'endormies dans le coma, insensibles, comment, et d'abord le faisaient-elles, percevaient-elles le milieu extérieur, les phrases que l'on prononçait, ce que l'on disait, la manière dont on parlait de leur maladie. J'avais été avisé de ce que des situations existent où les malades, étant sortis de ces états de conscience altérés, témoignent avoir été incroyablement présents et, d'une certaine manière, conscients dans leur coma de ce qui se passait autour d'eux, et notamment avoir entendu parler d'eux comme s'ils étaient extérieurs à eux, sortis déjà d'eux-mêmes d'une manière terriblement blessante, terriblement traumatisante. Et donc cette question, vraiment, m'a habité dans ma pratique de réanimateur, et elle s'est reposée à nouveau lorsque j'ai été appelé tant de fois à commenter cette pandémie actuelle qui, dans un petit pourcentage des cas, par conséquent, amène les personnes à être mises sous ventilation dans ces états de conscience altérés pour des périodes de temps prolongées. Ce qui est important, ce que l'on sait d'ailleurs, les études les plus récentes de la conscience nous l'indiquent, est qu'il existe toute une série de niveaux de conscience, d'ailleurs de définition de la conscience. Il y a d'abord la conscience de soi, qui peut être conservée dans des états limites de la conscience, c'est-à-dire la conscience d'être une entité en tant que telle. Ces personnes qui témoignent
avoir entendu ce que l'on disait d'elles alors qu'on les croyait totalement endormies et non susceptibles d'entendre quoi que ce soit, avaient clairement conscience que l'on parlait d'elles. Et donc, elles avaient conscience d'elles-mêmes. Autre élément de la conscience, c'est tout ce qui est une forme d'activité mentale qui est capable, j'ai commencé à parler avec cela, d'engendrer une sorte d'image mentale, quelle qu'elle soit, qui va laisser une empreinte dont on pourra parler, que l'on pourra évoquer. D'ailleurs, la manière dont on l'évoque, dont on en parle, peut avoir qu'un lointain rapport avec ce qu'ont été les perceptions réelles au moment où elles se sont présentées à soi-même, à son esprit. Nous avons tous rencontré sans doute des personnes qui indiquaient, notamment les mystiques, incontestablement, que durant cet état de conscience limite, elles s'étaient vues comme dans un grand puits de lumière. Dans certains cas, ce puits de lumière se prolongeait et il semblait attirant de suivre en quelque sorte cette route ainsi illuminée. Et les plus croyants, ai-je dit, de ces personnes envisageaient que c'était une forme d'accès à une forme de paradis, au ciel, disent-ils. J'ai entendu cela plusieurs fois de catholiques en particulier, sincères. Dans d'autres cas, il doit exister, et on a peu de renseignements sur ce point, il doit exister une forme d'activité cérébrale relativement autonome, peut-être inconsciente, mais on le sait bien, et en particulier la psychanalyse a beaucoup insisté sur ce point, toute inconsciente soit cette activité cérébrale, qui peut modifier l'état de réactivité de l'esprit lorsqu'il sera éveillé, qui peut laisser son empreinte dont on n'est pas conscient, mais qui modifie les autres activités, les autres types de relations que l'on peut avoir. Je crois qu'il faut être extraordinairement vigilant, avoir à l'esprit ce monde inconnu, des personnes qui sont là, qui semblent dormir, qui semblent être dans le coma, qui ne sont pas mortes, dont les signes électriques indiquent qu'elles gardent une activité neuronale, dont on ne sait pas ce à quoi elle correspond quant à la vie relationnelle, quant à l'interrogation des plusieurs types d'intelligence que l'on connaît, l'intelligence 1, intuitive, l'intelligence 2, plus réflexive, l'intelligence 3, des inhibitions, mais qui n'est pas un phénomène inconsistant, anodin, insignifiant. Il y a un champ, je crois, de recherche qui est important et, sans parler du champ de recherche, il y a une exigence de très grande responsabilité de la part de tous les soignants qui sont au contact de ces personnes dans ces situations. Le principe de précaution doit, en l'occurrence, amener à penser que, peut-être, la personne qui est là devant soi sans aucune réaction peut néanmoins percevoir, peut néanmoins désirer échanger, mais ne le sait pas. Et que l'on doit se comporter avec elle comme si son niveau de perception, de conscience de ce qui se passe, était beaucoup plus développé que peut-être ils le sont en réalité. Parce que, évidemment, toujours, c'est un principe extrêmement important de l'engagement médical, dans ces cas-là, le doute doit profiter à la personne malade, à la personne en difficulté. Ce sont là quelques-uns des éléments que m'évoque votre très beau sujet. Je me réjouissais vraiment de pouvoir, avec vous, en parler beaucoup plus longuement, mais comme je l'ai dit, je suis à l'heure actuelle
comme un soldat sur le front. Le front, c'est celui de la reprise épidémique. Le soldat, il n'a pas de troupes, mais il doit défendre des populations. Ces populations, ce sont les personnes malades, victimes collatérales. Et de fait, ma disponibilité pour aborder d'autres sujets qui me passionnent néanmoins est moindre. Mais cela n'est que ma disponibilité, certainement pas mon intérêt. Je vous souhaite bonne chance dans vos travaux. Au revoir.